Let's go. Après les bébés moches, après des années à recevoir En vrai, ça m'intéresse, j'ai envie de comprendre. toutes les semaines des photos de chats moches dans les peintures, Puis vous avez été gentil, vous avez fait des dons, donc... des TikTok sur les chats moches dans les peintures, des « Tu fais quand une vidéo sur les chats moches ?» Oui, je vous ai entendu. Aujourd'hui, on va parler de ces horreurs. Si t'as pas la ref des bébés moches, je t'invite à cliquer là-bas, après la fin de la vidéo, bien sûr. D'ailleurs, j'en profite pendant que j'ai votre attention pour, pourquoi pas, liker la Et oui, c'est fou, en fait. Au Moyen-Âge, ça va. Au niveau des proportions, la manière dont sont dessinées les choses. Alors, il faut savoir, hein, bien sûr, hein, qu'il y a eu une rupture de style qui s'est opérée durant le Trecento. Et le Quattrocento a vraiment créé une différence. Hein. On a même Brunelleschi a inventé la perspective à Florence, hein, bien sûr. Mais c'est surtout le Trecento. Et c'était qui déjà? Comment il s'appelle là, le mec qui s'est mis à faire des peintures un peu plus stylées? Oui, Oussem, oui, je suis en train de... Ok, l'universitaire. Mais j'ai le droit d'être cultivé! Laissez-moi, c'est mon plaisir! Giotto, voilà, c'est ça, c'est Giotto. Giotto qui s'est mis à faire des peintures un peu plus stylées, regardez. Si vous voulez voir le premier un peu plus réaliste de la peinture, c'est lui. C'est celui qui faisait ça. Alors qu'avant, on n'avait pas le droit de faire ça, en fait. Je vous les donne, c'est cadeau, je vous donne. Merci Kamel. Merci pour les 5 €, allez un dernier, let's go. Merci beaucoup. Regardez. C'était stylé ce qu'il fait. Et il y en a un que je trouve trop stylé de Giotto, c'est celui avec un genre d'autoportrait là où il y a un prêtre qui prie. Et là, celle-là, elle est incroyable. Hein. Ce portrait-là, là, incroyable. On est dans une série. Hein. J'ai envie d'être à Florence et d'avoir des complots d'aristocrates et tout là. Et avant, c'était comment? Avant, c'était... comment on appelle déjà? Attends, art. Je vais mettre 11e siècle, tu vas voir un peu. Avant, en fait, on a toutes ces représentations un peu plus écrasées, comme ça. C'est beaucoup plus écrasé, en fait. C'est... Voilà. Et on va pas trop plus loin que ça, quoi. Même ça... Ça, à mon avis, c'est beaucoup plus tard. Mais à l'époque, on dessine comme ça. On a vraiment ce type d'illustration, quoi. Tout est aplati, c'est beaucoup des espèces de trucs comme ça. Enfin, c'est très religieux. Hein. Un flat design. Ouais, il y a un côté très flat. Il n'y a pas de volume, très peu de volume. D'où le fait que je dis que Giotto a apporté du volume dans la peinture, pas mal. Et il y en a une que je cherche, que je kiffe trop de lui, là. Celui où il y a un mec qui prie. C'est celle-là, je crois, non? Non, c'est celle-là, non? Ah oui, c'est celle-là. Celle-là, elle est incroyable, elle est trop bien. Elle est trop bien, celle-là, là, comme ça, là. Avec la pose en mode arrêtez. Il y a Jésus qui tire un rayon laser, là. Et lui, il est en mode non, stop. Je trouve, je sais pas. Et pourquoi Jésus, pourquoi il est dans des feuilles? Pourquoi c'est un cerf-volant? Oui, pourquoi il est tout droit comme ça? Bref. C'est un imaginaire. Bref. Mais voilà. Mais du coup, la question c'est oui, pourquoi les chats sont aussi mal dessinés? Pourquoi les bébés et les chats? vous abonner ici et partout ailleurs. Dans l'histoire de l'art, les représentations des chats au Moyen-Âge et à la Renaissance suscitent souvent une curiosité On dirait qu'on a fait un insert Photoshop d'un visage, quoi. particulière. Regardez comme ils sont mignons. Les chats dépeints dans les œuvres de cette période sont souvent décrits comme moches, déformés, voire même carrément diaboliques. Vous vous êtes déjà retrouvé dans des situations où vous auriez aimé que votre anglais soit meilleur? Ou bien peut-être Ah oui, placement de produit, oui. Ah, Hello Fresh d'ailleurs, peut-être bientôt. votre niveau d'anglais. Et pourquoi diabolique, me direz-vous? Pour le comprendre, on va revenir sur le contexte. À cette période, on est au XIIIe siècle, et l'Église catholique, elle veut les dominer tous. Tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que toutes les nuits, Minus, tenter de conquérir le monde. Une des méthodes utilisées par l'Église catholique pour augmenter la conversion des païens au christianisme, comprenez devient catho ou meurt, c'était de discréditer les... Ça va. Ça dépend. Chez nous, on a tué beaucoup de juifs, mais on avait aussi beaucoup plus qu'en Allemagne, notamment. On avait beaucoup plus de gens, de chrétiens, qui étaient en mode oui, bon, peut-être stop brûler les Israélites. Hein.
C'est peut-être bien. Ça a été un vrai débat. Alors qu'en Allemagne, on les a massacrés. Hein. La peste noire, c'est là où il y a... En fait, c'est ça qui est fascinant. Les Allemands ont massacré des Juifs avant même d'être touchés par la peste. Il y a eu des massacres de Juifs liés à la peste noire. Mais les Allemands, préemptivement, ils ont tué des Juifs avant que la peste n'arrive. C'est dire à quel point c'est resté un pays très antisémite. Hein. Le Saint-Empire germanique, là, oui... Religion traditionnelle. Ce qui implique du coup les dieux et les déesses de Oui, les Cathares, ils ont pris tarif, oui. Mais regardez, par exemple, c'est ça qui est intéressant avec les Cathares, c'est qu'il y avait le grand prêcheur des croisades, là. Comment il s'appelait déjà non, c'est pas Constantin, je sais plus. Le mec qui prêchait pour les croisades, il n'y a pas un Jean-Michel historien, là? Putain, comment il s'appelle déjà? Ah, Etchebest, non. Le mec connu de fou, là. Attendez, je vais le trouver. Saint-Bernard, non. Prêcheur, croisade. Mais si, c'est une genre de star. C'est pas Pierre l'Ermite, c'est pas Urbain. Croisade. Saint-Bernard. Dominique, non, c'est pas... c'est peut-être Dominique. Non. Non, c'est pas Saint-Bernard. Mais non, les gens, c'est un mec, c'est une superstar de l'église à l'époque. Comment il s'appelle déjà? Bernard de Clairvaux. Si, c'est ça. Ah, mais du coup, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est lui. Mais Bernard de Clairvaux, ce gars-là, la superstar de l'église, qui prêchait pour les croisades, ce mec-là a dit, dans des prêches, il disait de pas tuer les juifs. Hein. Et pourtant, c'est les mêmes gars pour qui il prêchait qui allaient buter des juifs. Enfin, il y a eu tout un débat. Hein. Il y a eu des superstars de l'église pour s'opposer au massacre des juifs. Hein. Ça a fait débat. En tout cas, en France, ça a beaucoup plus fait débat qu'à d'autres endroits en Europe. Hein. En fait, il y a de l'antisémitisme partout en Europe, mais en Allemagne, beaucoup plus, historiquement, en soi. C'est ce que j'observe en faisant des recherches. Encore par ici, et donc du coup, le dieu Shabastet, qui venait de l'Égypte ancienne. Du coup, lentement mais sûrement, commence le début de la haine envers les chats, ces êtres diaboliques, représentation de Satan lui-même, BFF des sorcières, tout ça. Mais... celui qui donnera le coup fatal à la perception des chats par la population... T'as l'air d'aimer ce genre de débat. Mais non, mais vu que je m'intéresse à la guerre de 100 ans, ça reparle de l'extermination des Juifs. Ça reparle de ça, là, parce que c'est ce qui s'est passé avec la peste noire. C'est le pape Grégoire IX qui liera définitivement les chats au diable. Il est célèbre pour avoir été le pape qui a établi l'Inquisition en France. Je rappelle, l'Inquisition, c'est soit catholique ou meurt. En 1233, il confie à un tribunal d'exception nommé Inquisitio Hereticae Privatis Partutatis qu'il allait démasquer et condamner dans tout le royaume de la France les hérétiques et catholiques non sincères. Bon, et le rapport avec nos pauvres chats, c'est qu'en fait, à cette période, le pape, il écrit Vox in Rama. Il s'agit du premier texte ecclésiastique officiel qui affirme la réalité de cérémonies maléfiques, secrètes, organisées par des hérétiques. Oui, et d'ailleurs, Baphomet, ça vient de Mahomet, hein, si vous ne saviez pas. Avec la participation du diable. Rien que ça. Mais le truc particulièrement cocasse dans cette histoire, c'est que cette affirmation viendrait de Conrad de Marbourg, un prêtre et premier inquisiteur allemand, qui, sous la torture, parce que à cette époque-là, pour prouver que vous étiez vraiment fan du catholicisme, fan de Jésus, on vous torturait. Et si vous disiez la vérité, même sous la torture, vous kiffez Jésus. Du coup, là, le prêtre, sous la torture, il se dit « Tiens, je vais raconter une petite histoire farfelue dans laquelle il explique que les adorateurs du diable se livrent à des orgies présidées par un gros chat noir de la taille d'un chien. » Et à la fin de l'orgie, il y a un type qui apparaît avec le haut du corps, et là je cite, « plus brillant que le soleil ». Est-ce que ça vous rappellerait pas quelqu'un, ça? Et le bas du corps, poilu comme un chat, mais bon, poilu comme un chat, je pense que c'est parce que ça les arrange comme un chat, mais part du principe que si le bas du corps, il est c'est comme n'importe quel animal, mais bon, pour eux, c'est comme un chat. Et ce type, mi-Édouard Cullen vampire, mi-chat, n'est autre que Satan. Qui l'eût cru? Comme quoi... Satan, il est épilé en haut. Et c'est un geek qui sort pas de chez lui et c'est un chat en bas.
La destinée des chats n'a vraiment pas tenu à grand-chose. Il suffisait qu'un type sous la torture parle d'orgie pour les adorateurs de Satan, avec Satan qui vient à la fin, et tout ça présidé par ce pauvre gros chat noir de la taille d'un chien. Et voilà, c'était foutu. Malheureusement... Non mais son chat il est gros. Wesh. Gros chat d'appartement là. Gros chat noir de la taille d'un chien. Et voilà, c'était foutu. Malheureusement pour les humains de l'époque, un peu plus de 10 ans plus tard, il y a eu la peste noire en Europe, du coup la famosa pandémie la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité. Et les chats en vrai... Il a pas de queue non plus. Ah mais mon chat aussi il avait une queue comme ça. Du coup ça me choque pas. Ça c'est quand les chatons ils se cassent la queue dans le ventre de leur mère. Après c'est pas un problème en soi. Mais du coup ces chats là, ils ont un truc un peu bizarre. C'est que quand ils vont mettre leur odeur sur des meubles et sur des endroits, ils utilisent pas leur queue parce que normalement les chats ils utilisent leur queue, ils utilisent leurs jambes. Du coup ces chats là, quand ils passent à côté d'un meuble, ils font ça. Ils lèvent leurs pattes comme ça pour se frotter. Ils sont trop nuls en équilibre. Non, ça va. Un chien. Et voilà, c'était foutu. Malheureusement pour les humains de l'époque, un peu plus de 10 ans plus tard, il y a eu la peste noire en Europe, du coup la famosa pandémie la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité. Oui. Et les chats, en vrai, à ce moment-là, ils étaient hyper pratiques, parce qu'ils mangeaient les rats qui propageaient la peste. Oui. Mais au lieu de ça, à cette époque, on torturait les félins. Je vous évite tous les détails glauques, parce que moi j'ai lu des histoires vraiment bizarres. Pour vous donner un indice, je vous dirais juste genre Midsommar. Donc du coup, au lieu de profiter... Ah, on jetait les chats d'une falaise, genre de l'existence des chats pour manger les rats, pour avoir... C'est pour ça les chats, ils savent retomber sur leurs pattes. Ils ont eu l'habitude avec les chrétiens. Au moins de peste noire... Ah oui, Midsommar, oui. Le film est très bien. Hein. Moi, je trouve c'est un bon film, ouais. En Europe. Film intéressant et original d'horreur, je trouve. Il est torturé, il est brûlé, il est jeté par-dessus des tours. Bon, c'est bien sympa tout ça, mais en peinture... Ça donne quoi? On y arrive au chat-mouche, vous inquiétez pas, vous avez cliqué sur la bonne vidéo, juste je dois installer un peu de contexte quoi. Donc on vient de voir que chat égale Satan, mais du coup dans les peintures, c'est tout pareil. Dans l'Annonciation de Lorenzo Lotto, l'Annonciation c'est quand il y a l'archange Gabriel... C'est quoi ce chat? Qui va voir Marie et qui lui dit qu'elle a une petite graine dans le ventre. C'est ce qu'on est en train de voir dans cette scène, mais on peut voir aussi juste derrière eux... En même temps, c'est la réaction normale d'un chat quand il y a un ange dans une pièce. Genre le chat il est en mode quoi? Qui a un chat qui a peur. Ce qui veut dire que Satan a peur. Parce que la petite graine dans le ventre de Marie, c'est Jésus. Et il a peur de Jésus. Okay. Ah, mais les chats, ils ont peur des concombres aussi. Est-ce que ça veut dire que c'est divin, les concombres? Okay. Pour rester dans le registre religieux, on va prendre une version de la scène qui est ici réalisée par Domenico Ghirlandaio. Donc la scène, c'est le dernier souper, c'est quand Jésus réunit tous ses potes et qui dit « Je sais que quelqu'un ici m'a trahi ». Déjà, on peut voir que Judas, parce que c'est lui qui l'a trahi, il est assis à part des autres. En général, dans les représentations de la scène, Judas a toujours un truc en plus pour montrer que c'est lui qui a trahi. Là, il est carrément écarté de la table, donc c'est évident que c'est lui, mais il y a un petit détail rajouté qui est le petit chat derrière lui, qui est du coup la représentation de Satan, preuve de sa trahison en fait. Mais dans cette histoire de chat, nous avons vu que le pape Grégoire IX y jouait le rôle du vilain. Mais qui dit vilain dit héros. Mais qui de mieux pour jouer notre héros des chats que notre bon vieux Léonard de Vinci? L'historien de l'art Stefano Zuffi explique que Léonard est passionné par la nature, vous le savez peut-être déjà, avec une c'était un homme à chat. Affection toute particulière pour les chevaux. Il y a une théorie comme quoi il est homosexuel, du coup ça fait sens. Mais aussi pour les chats. En 1470... C'était un homme à chat, il restait chez lui dessiner toute la journée comme un geek. Et il avait plein de chats, et ses dates interdits. Quand il était dans sa vingtaine, plus ou moins, il dessinait des madones, donc des maries, avec un bébé Jésus qui tient un chat. Vous pouvez vous dire, non mais attends, ton histoire... Non mais il est trop fort, hein. C'est une dinguerie, ces croquis sont trop forts. Hein. Le volume et tout, là, waouh. Il est trop fort, hein. C'est une dinguerie. L'histoire de Grégoire IX, ça date quand même de 200 ans plus tôt. C'est bon, les gens ils sont passés à autre chose. Mais que nenni, au même moment... Mais moi je suis désolé, j'ai envie de revoir son croquis, enfin tout. La réflexion du mouvement là, genre paf, le pli ici, et là ici tu sens que tac. Là il réfléchit s'il faut pas accentuer la direction en mettant la tête de la meuf là. Et finalement il se dit non, la rupture c'est bien, donc il la met ici.
Et genre les 2 plis qui mettent en valeur le bébé, juste avec un croquis, il y a tellement de choses. Ton histoire de Grégoire IX, ça date quand même de 200 ans plus tôt. C'est bon, les gens ils sont passés à autre chose. Mais que nenni! Au même moment, il y a Malleus Maleficarum qui sort. Un accent latin incroyable, hein, j'espère quand même que vous avez remarqué l'effort qui est mis. Donc il y a Malleus Maleficarum qui sort. C'est le livre des sorcières, non? C'est un bouquin de démonologie. C'est un bouquin sur la démonologie, donc l'étude des démons, qui explique aux inquisiteurs, je vous rappelle, sois catho ou meurs, comment faire leur travail. Que la sorcellerie, c'est l'assaut final de Satan pour les gouverner tous. Et que la période de la chasse aux sorcières, c'est genre 1300-1600. On est en plein dedans. Oui. Donc dessiner des chats comme étant les BFF de Jésus, c'est vraiment pas anodin. Bon, et après, à partir de là, environ une grosse 50aine d'années plus tard, d'autres peintres commencent à placer des chats ici et là, comme avec ce portrait du roi Charles Waouh IX à 3 ans avec Qu'est-ce que c'est que ça? un petit chat. Ou alors cette peinture de Barocci, on voit Saint Jean-Baptiste petit qui joue avec un chat, tandis que Marie, bébé Jésus, Terrifiant, hein. et Joseph le regardent genre amusé. Tout ça, c'est bien super, mais ils sont où, les chats moches, dans cette histoire? Vous savez, ces chats où on dirait qu'en fait les peintures ont été réalisées par quelqu'un qui avait jamais vu de chat auparavant. Et qu'en fait, juste on lui donnait une description orale de ce à quoi ressemble un chat, en mode « ça va, t'as compris? Ah bah vas-y, maintenant tu peins ». Durant le Moyen-Âge, les animaux étaient le reflet de la société. Les chats, c'était la représentation du comportement déviant, contrairement aux chiens qui, eux, sont fidèles. Les chats, eux, ils sont fidèles qu'à celui qui leur donne à manger. Un truc qui a pas trop joué en leur faveur non plus, c'est le fait d'être nyctalope. J'ai pas besoin de torche, je suis nyctalope. Je le savais bien que t'étais une sale. Bah, vous imaginez bien qu'un animal qui Ah, pourquoi elle a mis cette ref nulle? voit la nuit, ça veut dire qu'il a choisi les ténèbres plutôt que la lumière. Il a choisi Satan plutôt que Jésus. Comme on l'avait vu avec les bébés Jésus moches, à l'époque médiévale, les artistes ils sont pas focus sur le réalisme de leurs œuvres. Oui. Les visages déformés des chats, ils sont censés symboliser la déviance. Que ça soit déformé, les petits yeux de fouine comme ça, c'est utilisé pour distinguer l'hérésie de la foi religieuse et pour renforcer les arguments selon lesquels les chats étaient une représentation de la magie noire et de Satan, des êtres diaboliques, tout ça. Les œuvres ne se voulaient pas réalistes, mais reflétaient les caractéristiques de la société. En conclusion, les chats moches sont moches. Oui, d'où le fait que je disais qu'avec Giotto, il y a une réflexion sur le réalisme qui est arrivée. Dans le À sens la base, on s'en fout un peu, quoi. vilain petit être perfide ou juste moche rigolo, pour 4 raisons principales. Petit 1, à cause de la superstition. Ils étaient souvent considérés comme des créatures maléfiques, associées au diable et à la sorcellerie. Cette perception négative se reflétait dans les représentations artistiques, où les chats étaient souvent dépeints de manière sinistre ou menaçante. Petit 2, à cause du catholicisme. Dans la culture chrétienne à l'époque, les chats étaient parfois associés, souvent, à des symboles négatifs, en opposition aux chiens, qui eux étaient vus comme des symboles de fidélité et de loyauté. Petit 3, l'ignorance anatomique. Écoutez, pourquoi pas, je leur donne cette carte. On rappelle quand même que Léonard de Vinci, il découpait bien des gens ici et là pour savoir comment c'était fait à l'intérieur. Peut-être que c'était pas aussi évident de comprendre comment était fait un chat. Et enfin, petit 4, l'intention artistique. Certains artistes voulaient peut-être insister sur un symbole. Les chats pouvaient être dépeints de manière exagérée ou stylisée pour transmettre un message artistique ou narratif spécifique. Oui, ok, oui, bon. En conclusion, les représentations des chats dans la peinture médiévale et de la Renaissance sont le reflet de croyances et des valeurs de l'époque, influencées par des perceptions religieuses négatives, ainsi que par des préjugés culturels. Merci, les artistes ont souvent dépeint les chats de manière déformée et diabolique, renforçant ainsi leur réputation infâme dans la société médiévale. Et même si là, on rigole, ils étaient quand même un peu bêtes au Moyen-Âge, sachez qu'encore aujourd'hui, les chats noirs sont les moins souvent adoptés et sont discriminés à cause des restes de ces croyances débiles. Ça fait réfléchir. J'avais initialement prévu de faire les chats et les chiens, mais en fait il y avait beaucoup de choses à dire sur les chats et en comparaison, pas tant que ça à dire sur les chiens. Du coup je les ai évincés.
N'hésitez pas à commenter, liker, partager si ça vous a plu. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Oui, à plus, oui. Bon, non, mais elles sont sympas, ces petites vidéos, j'aime bien, ces capsules. Bon, allez,